Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de votre émission Le Bon Citoyen, cet espace qui est dédié à la formation de la conscience citoyenne sur votre chaîne de télévision Eden TV et sur la radio Diaspora FM. Au programme aujourd'hui, nous allons pouvoir aborder les priorités relatives à la lutte contre l'incivisme, la recherche de l'unité nationale ainsi que la formation des citoyens en tant qu'exigence morale et éthique. Restez donc avec nous pour pouvoir suivre surtout le débat que j'annonce très passionnant. Nous aurons la chance d'accueillir sur le plateau le professeur Jean-Benoît Alocpon. Notre chronique de ce jour s'intéresse à la lutte contre l'incivisme. C'est un fléau qui gangrène notre société. Et pour en parler, nous recevons mademoiselle Divine Exaucé Tossavi. Elle est juriste spécialisée dans le domaine du droit et de la citoyenneté. Mademoiselle Tossavi, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre chronique de ce jour est intitulée « La lutte contre l'incivisme ». Est-ce que vous pouvez nous permettre d'avoir le contenu de votre réflexion? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Quand les règles ne sont plus respectées, quand l'intérêt personnel écrase le bien commun, ce n'est plus la liberté qui règne, mais le désordre. Nous levons aujourd'hui le voile sur une menace silencieuse, mais destructrice, l'incivisme. Un mot pour tant de mots. Il faut que nous regardions ensemble un ennemi qui se cache en plein jour, qui se glisse dans nos habitudes et qui mine silencieusement notre société. L'incivisme, c'est ce mal quotidien que nous avons fini par banaliser. C'est ce piéton qui traverse sans regarder, ce conducteur qui brûle le feu rouge, ce citoyen qui jette ses ordures sur la voie publique sans honte ni remords. C'est aussi ce fonctionnaire qui détourne les fonds publics, cet élève qui triche, cet agent qui réclame un pot de vin avant de rendre un service. Oui, l'incivisme est partout, dans les rues, dans les services, dans les écoles, dans les foyers. Et il coûte cher, il coûte en vie, en temps, en argent, en développement. Il détruit la confiance, bloque la justice, ralentit l'administration et ruine la qualité de vie de chacun. Mais un espoir est là, car la solution existe. Elle ne viendra pas uniquement des autorités, ni d'un miracle venu d'en haut. Elle commence avec vous, avec moi, avec chacun de nous. C'est dans l'indifférence que l'incivisme prospère. Alors, que faire? D'abord, il faut éduquer. L'éducation à la citoyenneté doit commencer dès le plus jeune âge. Aimer son pays, ce n'est pas seulement chanter l'hymne national, c'est respecter les feux tricolores, c'est faire la queue sans broncher, c'est dire non à la tricherie, c'est payer ses impôts, c'est voter et dénoncer la corruption. Pour faire simple, c'est poser chaque jour un acte de civisme. Ensuite, il faut responsabiliser. Chaque citoyen doit comprendre que ses actions ont un impact. Un trottoir propre, un service public efficace, une justice équitable sont tous des fruits pour l'engagement de tous. Enfin, il faut sanctionner. La tolérance zéro face à l'incivisme doit devenir la règle. Pas pour humilier, mais pour redresser. Pas pour punir aveuglément, mais pour construire un état de droit fort, respecté et respectueux. Nous devons comprendre que chaque acte de civisme est une pierre posée pour bâtir une nation solide. A l'inverse, chaque acte d'incivisme est un coup de pioche contre nos fondations communes. Alors, je lance cet appel. Reprenons le pouvoir sur notre quotidien. Soyons les modèles que nous attendons. Engageons-nous par des gestes simples mais puissants. Car ce combat n'est pas celui des autres, c'est le nôtre. Et il se gagne pas à pas, acte après acte, parole après parole. La lutte contre l'incivisme est une responsabilité collective. Soyons des acteurs du changement, pas des spectateurs du chaos. Une nation ne se construit pas sur des discours, mais sur des comportements.
Le vrai patriote, c'est-à-dire le bon citoyen, n'est pas celui qui crie son amour du pays. C'est celui qui prouve chaque jour par ses actes. Et vous, quel citoyen êtes-vous? La question donc reste posée. Quel citoyen êtes-vous? Chacun, à travers sa conscience individuelle, pourra parvenir à trouver solution. Je crois quand même que l'essentiel a été partagé au cœur de cette chronique. Non à l'indifférence, non à l'incivisme. Poser chaque jour une bonne action pourra nous aider à mieux développer notre nation. La tolérance sera sans doute zéro désormais. On va poursuivre cette émission et cette fois-ci, ce sera la leçon de civisme, une leçon de civisme qui porte sur la thématique « Recherchons l'unité nationale ». Mesdames et messieurs, bienvenue à cette rubrique de la leçon de civisme qui s'intéresse à la recherche de l'unité. L'unité nationale est la pierre angulaire de toute société forte, pacifique et prospère. Elle repose sur la cohésion, la solidarité et le respect mutuel entre tous les citoyens, indépendamment de leurs origines, de leurs croyances ou de leurs appartenances sociales. Dans un monde en constante évolution, où les différences peuvent parfois engendrer des divisions, il est essentiel de promouvoir une conscience collective tournée vers l'intérêt commun. L'unité nationale ne se limite pas à un simple idéal. Elle se construit chaque jour par nos actions, nos paroles et nos comportements. Elle implique de respecter la diversité culturelle, linguistique et religieuse de notre pays qui constitue une richesse inestimable. En valorisant nos différences, nous renforçons notre identité commune et consolidons le tissu social. La solidarité doit primer sur la division, car c'est ensemble que nous pouvons relever les défis, assurer le développement et préserver la paix. Il est important que chaque citoyen prenne conscience de ses responsabilités dans la préservation de cette unité. La sensibilisation, l'éducation civique et le dialogue restent des outils essentiels pour lutter contre la haine, la discrimination et l'intolérance. La tolérance, le respect et la compréhension mutuelle sont les piliers de toute société harmonieuse. En cultivant ces valeurs, nous contribuons à bâtir un avenir où chacun se sent en sécurité, valorisé et intégré. Les autorités, les éducateurs et les leaders communautaires doivent jouer un rôle actif dans la promotion de cette unité. Des campagnes de sensibilisation, des programmes éducatifs et des initiatives communautaires peuvent encourager le dialogue interculturel et renforcer le sentiment d'appartenance à une même nation. Recherchons l'unité nationale avec détermination et responsabilité. Notre avenir dépend de notre capacité à vivre ensemble dans la paix et la solidarité. Chaque geste, chaque mot, chaque attitude doit témoigner de notre engagement à faire de notre pays un exemple de cohésion et de fraternité. Ensemble, construisons un avenir uni pour le bien de tous. Le débat citoyen s'ouvre donc avec cette thématique intitulée « Formation du citoyen, exigences morales et éthiques ». Et pour la circonstance, je reçois sur ce plateau deux grandes figures. Il s'agit bien sûr du professeur Jean-Benoît Alopon, professeur certifié de français à la retraite. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'engagement citoyen. Je rappelle que vous êtes aussi un citoyen très engagé aux causes sociales. Et à votre suite, nous recevons également dans ce studio monsieur le docteur Mohamed
Awali Akintola. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Hector Zongo, bonjour à nos téléspectateurs. Vous êtes porte-parole du parti Renaissance nationale. Je rappelle également que vous êtes très intéressé par les questions d'engagement citoyen. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur. Professeur, on va commencer tout de suite ce débat avec vous. Quand on parle de la formation du citoyen, de l'exigence morale et éthique, a priori, quelles sont les premières idées qui vous viennent? Bon, je voudrais d'entrée vous remercier pour votre aimable invitation qui était si subtile, si intelligente et si élégante que j'ai dû forcer les fenêtres pour être avec vous. Donc le plaisir est partagé. Merci professeur. Exigence morale et éthique dans la formation des citoyens. Vous savez, disons, toute la base sociale vient de l'éducation et de la formation. Quand nous parlons d'éducation et de formation, nous ne parlons, on pense a priori à l'école, mais il faut d'abord penser à la maison, parce que comme le disent les Anglais, love begins at home, c'est-à-dire l'amour, c'est par la maison que ça commence, l'éducation, c'est par la maison que ça commence, le respect de soi, le respect du prochain, le respect de sa nation, le respect de sa société, c'est par la maison que ça commence et l'école prend le relais. Et pour faire de l'attitude des citoyens une exigence qui ne heurte pas la morale et qui respecte la liberté de chacun et de tous dans le respect de la nation, dans le respect des lois de la République. Docteur Mohamed Awali Akintola, a priori, quand vous avez cette thématique-là, est-ce que vous avez le même sentiment que le professeur Jean-Benoît Alopon? Oui, en effet, j'irai un peu plus loin pour dire que pour définir ce qu'on appellerait l'exigence morale et éthique chez un citoyen, on le ferait à travers le type de citoyen qu'est ce citoyen-là. Et pour moi, un citoyen qui est nanti de valeurs morales et d'éthique dans la société béninoise, c'est d'abord un citoyen qui respecte les lois et les règlements de la société dans laquelle il vit. C'est un citoyen qui fait preuve d'intégrité, d'honnêteté dans les actions quotidiennes qu'il pose, que ce soit en public ou dans la sphère privée. C'est un citoyen qui, à travers tous les actes qu'il pose, que ce soit professionnel, familial ou autre, a le souci du bien commun et l'intérêt général. Parce que quand l'intérêt général est préservé, le vôtre individuellement s'y retrouve également. C'est un citoyen qui fait preuve d'une certaine responsabilité civique et d'un engagement communautaire dans son espace le plus restreint possible au bureau, dans son quartier, dans sa famille, dans sa corporation et surtout pour ce qui est malheureusement de notre réalité quotidienne sous les tropiques, c'est un citoyen qui s'est refusé la corruption et l'impunité. Lorsque on se retrouve dans un milieu où on a des citoyens qui se refusent eux-mêmes d'abord à la corruption et à l'impunité et qui l'interdisent, eh bien vous avez une situation qui est sur le plan moral et sur le plan éthique équilibrée. Professeur, vous aviez fait référence à la maison tout à l'heure. Oui. Tout part de la famille. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, effectivement, nos différentes familles ont encore le temps de former à l'éthique ou à la morale? Bon, on a toujours le temps de s'occuper de sa famille, sauf si on n'est pas responsable, sauf si on n'a pas conscience du devoir qui est le sien lorsqu'on a donné naissance à une âme qu'on doit aider comme tuteur au sens agricole même du terme, hein, pour donner une direction à l'enfant. On a toujours le temps, mais le hic, c'est que ce que la rue et aujourd'hui les réseaux sociaux offrent, ce n'est malheureusement toujours des exemples qui viennent conforter l'éducation reçue à la maison pour donner une base encore plus solide à l'enfant. Il y a des contre-exemples malheureusement,
Et vous savez, en tant que journaliste, ce qui se passe maintenant. L'annonce de la nouvelle est l'ordre logique qui fonde le journalisme ou le journalisme ou la communication. Mais aujourd'hui, il y a une contre-valeur, les fake news, qui sont comme un domaine de prédilection où des gens développent de l'intelligence pour faire de l'intoxication, pour donner des contre-exemples, pour donner des contre-valeurs. Donc, les difficultés que les parents ont aujourd'hui, c'est de ne pouvoir contrôler tout cela dans lequel l'enfant est noyé une fois dehors. Malheureusement, ça le poursuit aussi jusqu'à la maison. Et parce que quand on dit portable, par exemple, on ne peut pas contrôler. Il a sur lui à tout moment, même dans son lit. Donc, vous évoquez là quelques causes, je vais dire, de la faiblesse de la formation morale au niveau des jeunes. Oui, tout à fait, parce que les contre-valeurs arrivent pour briser ce qu'on a construit en enfant. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le laisser. Il faut lui apprendre la responsabilité. Et il faut lui apprendre le dialogue. Il faut lui apprendre le compromis tout en rejetant la compromission. C'est assez fort ce que vous dites. Docteur Awali Mohamed Akintola, il faut apprendre le compromis sans lui permettre d'aller à la compromission. Ouais. Tout à l'heure, en prenant la parole, vous aviez parlé de l'intégrité, vous avez parlé de l'honnêteté, vous avez parlé du renforcement civique. En réalité, tout ça devrait se vivre dès la famille. Mais est-ce que les parents ont suffisamment de temps? C'est dommage qu'on en parle ainsi, parce que c'est vrai. Nous avons aujourd'hui des parents démissionnaires de ce rôle-là qui est d'éduquer leurs enfants. Vous savez, la famille ou le cercle familial est d'abord le premier socle d'une bonne éducation civique et citoyenne. C'est de la maison que l'enfant apprend ces bonnes valeurs-là d'abord. Et l'environnement dans lequel il se trouve, à partir de la maison, puis ensuite hors de la maison, vient renforcer ces valeurs-là qui lui ont été enseignées à la maison. Mais comme je le disais, les parents aujourd'hui sont devenus absents et démissionnaires pour plusieurs raisons qui ne valent pas forcément la peine. On a comme l'impression qu'il faut juste ramener le pain à la maison, qu'il faut juste garantir le gîte à l'enfant, et on a déjà fait ce qu'on avait à faire. Il y a ce manque d'éducation familiale-là qui est le point de départ de tout. Et également le manque d'éducation scolaire, parce que le programme d'enseignement dans nos écoles aujourd'hui n'est plus vraiment axé sur les valeurs éthiques et morales dont nous sommes en train de parler. Les enseignants se résument ou sont résumés, cela dépend de quel angle d'analyse vous prenez, aux formules mathématiques, à la science contemporaine, juste pour ça. Mais s'éloignent ou se sont totalement éloignés de tout ce qui est civisme, moral, à enseigner, à inculquer à l'enfant, alors que ces enfants-là passent beaucoup plus de temps avec eux qu'avec les parents. Je ne vais pas vous laisser continuer, professeur. Ce n'est peut-être pas un affront, hein, ce que dit le docteur Akintola. Mais est-ce que vous avez le sentiment effectivement qu'aujourd'hui, à l'école, ce n'est plus l'éducation, mais l'instruction simplement? Merci. Je voudrais reprendre quelque chose d'essentiel qu'il a eu à dire, la présence des parents, pour indiquer que la présence des parents à la maison, je veux surtout dire l'absence des parents à la maison du temps où nous on était jeunes, l'absence était une exception. Aujourd'hui, l'absence est une règle. Et c'est ça qui bouleverse tout. Oui. Alors, pour en revenir à votre question, oui. Vous avez bien... Est-ce que le fait pour les parents de ne pas se retrouver au cœur de l'éducation de leurs enfants à la maison, de les envoyer vers des enseignants qui, normalement, devraient les aider à vivre l'éducation, mais
au regard du contexte, se limite juste à l'instruction. Est-ce que vous trouvez que c'est fondé? Bon, ce n'est pas fondé. Et si des enseignants en arrivent à se limiter à l'instruction, il faut dire que c'est une question fondamentale et sensible. C'est la question de la formation. N'est pas enseignant qui veut. Hein? C'est d'abord une vocation. Et pour aller vers cette vocation, il faut avoir l'accompagnement technique, l'accompagnement moral, l'accompagnement éthique à partir des écoles normales. Et malheureusement, cette formation n'est plus rigoureuse. Et vous savez que c'est maintenant qu'on reprend progressivement les choses. Les écoles normales étaient fermées. Et pour ne pas mettre le couteau dans la plaie, les dernières promotions rigoureusement formés, rigoureusement engagés pour aller enseigner, ça date de 1986. Mais depuis ce temps, il n'y a pas eu de façon régulière, rigoureuse. Je crois que j'étais à l'école normale, je crois la semaine dernière, pour assister aux hommages à titre antime rendus à un professeur émérite, Jean-Claude Roumenou, qui doit faire valoir ses droits à la retraite. Et subitement, j'ai eu envie de faire une sorte de pèlerinage intérieur pour revoir la cabine que j'avais occupée. Quand j'ai interrogé, mais j'ai été d'abord surpris de voir que les normaliens sont de plus en plus très jeunes, donc très frêles, et ont par conséquent besoin de formation, d'accompagnement très rigoureuse. J'ai aussi appris que leur nombre, c'est à peu près une centaine, ce qui n'arrive pas, n'est-ce pas? Je parle de l'école normale supérieure de Porto-Novo. Ce qui n'arrive pas à couvrir les besoins. Donc, il y a un problème de formation. Pour être un professeur qui est à la fois éducateur et instructeur, il faut se préparer pour. Docteur, je vous laisse donc finir. En fait, nous venons d'évoquer dans nos interventions le vide qui est créé, l'absence des parents, et le désintéressement des enseignants ou des enseignants de ce rôle d'éducateur-là, ou qui pour la plupart se limitent à un rôle d'instructeur. Donc il y a un vide qui est créé. Mais qu'est-ce qui comble ce vide-là au point de nous donner les résultats que nous sommes en train de déplorer? Le professeur l'a évoqué dans sa première intervention. C'est d'abord l'influence des modèles sociaux qui sont très peu vertueux sur les réseaux sociaux. Vous savez, les enfants aujourd'hui, lorsque vous leur demandez, moi je suis encore relativement jeune par rapport aux professeurs, mais je me rappelle encore que lorsqu'on nous demandait qu'est-ce que tu veux devenir, le réflexe que nous avions était de dire je veux devenir médecin ou professeur ou ingénieur. C'est un peu ce que nous disions. Mais aujourd'hui, lorsque vous demandez à un enfant qu'est-ce que tu veux devenir, il te dit je veux avoir une grosse voiture. Je dirais quelque chose d'encore plus piquant. Oui. Plus vif et enfin, absolument regrettable. Oui. Il peut dire qu'il veut être influenceur ou influenceuse. Et là-dedans, on met tout. Ça veut donc dire on met tout, les valeurs, les contre-valeurs, et surtout les contre-valeurs. Ces personnes-là sont devenues les modèles sociaux, le repère de nos enfants depuis la base. Mais lorsque vous allez réellement sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous voyez? Du mensonge, de la tromperie et de la duperie. Et vous retrouvez malheureusement cette influence-là qui traverse les enfants et qui impacte les parents. J'ai été ahuri de voir certains parents ou d'entendre certains parents dire à leurs jeunes enfants qui empruntaient le chemin de la cybercriminalité, mais parce qu'ils avaient quelques miettes qui revenaient de ces enfants-là, dire ils ne font que reprendre ce que les ancêtres de ces Blancs ont pris à nos ancêtres. Ce n'est que juste vengeance. Vous voyez un peu la gravité de cela. Donc, ces réseaux sociaux-là et les faux influenceurs qui y sont influencent naturellement négativement nos enfants. Je vais aller un peu plus haut pour dire qu'aujourd'hui, nous parlons de valeurs morales et d'éthique. J'ai aussi constaté que la violence et l'indifférence deviennent monnaie courante dans les habitudes de tout le monde. On s'insulte, on se frappe, on cherche à se nuire. Parce que cette génération-là, qui
qui nous a permis de commencer à voir clair dans ce problème est une génération qui malheureusement a été la plus exposée possible à cette violence, à cette indifférence-là sur les écrans. Nous avons grandi lorsque les écrans, les télévisions blanc-noir d'abord, il y en avait un seul dans le quartier, après c'est devenu à couleur dans toutes les maisons. Et puis de plus en plus, nos parents s'absentaient. On a été exposés sans contrôle à ces contenus-là qui sont initialement préparés par des experts qui essayent d'injecter à dose minimaliste des idéologies, des valeurs qui ne sont pas forcément compatibles avec les nôtres. Je vais parler par exemple de l'homosexualité. Je vais parler par exemple de la sexualité dépravée. Nous avons subi ça et nos enfants aujourd'hui encore subissent plus cela que nous. Et il n'y a pas de structure traditionnelle qui joue un certain contrepoids afin de transmettre, à vrai dire. Lorsque nous étions très très jeunes encore, notre papa revenait du boulot à 18h30, 19h. Il était réglé comme une horloge. Et on mangeait toujours le dîner à une heure donnée. Et tout le monde était là. Combien d'entre nous, de notre génération, vous et moi, M. Hector Zogo, dînons encore avec nos épouses et nos enfants à la maison? Combien d'entre nous prenons le petit déjeuner avant de sortir de la maison? Ces structures traditionnelles de transmission de ces bonnes valeurs morales et éthiques de notre société ont totalement disparu. Professeur Jean-Benoît Lecomte, est-ce qu'on peut se permettre de dire que la révolution numérique est en train de tuer l'Afrique? C'est une question grave. Si la révolution numérique n'est pas en train... Je dirais oui, et je dirais non. Je dirais oui par rapport aux valeurs qui ont été les nôtres. Je dirais non parce que, contre vents et marées, toute génération a toujours quelque chose de nouveau qu'elle doit vivre, même à son corps défendant, et qu'elle doit ajouter à ce qui existait. Loin de nous, l'idée d'un retour dans le passé, nous ne voulons pas. C'est vrai que nous sommes ici de modèles qui ont forgé notre... Je vais vous donner un exemple très banal. Lui, il a parlé de son parent qui venait régulièrement à la maison, il est réglé comme une horloge à 18h. Moi, je suis issu d'un paysan qui est à la maison tout le temps et à qui je lis moi-même le contenu de mon bulletin scolaire à la fin des examens. Voyez-vous? Alors, comme nous avons été éduqués à ne pas mentir, je ne peux pas dire à mon père le contraire de ce qui est dans mon bulletin. C'est ça. Et il a sa manière à lui de m'encourager. Quand je dis par exemple, bon, c'est de l'orgueil peut-être déplacé, il faut comparer pour raisonner. Je ne compare pas pour avoir raison, je compare juste pour raisonner. Et quand je lui lis mon bulletin et qu'il trouve que je fais partie des meilleurs, il dit, mais c'est normal, c'est le contraire qui m'aurait étonné parce que nous sommes issus d'une race princière et nous sommes toujours les meilleurs. Bon, moi, quelque part, je trouve que mon travail n'est pas tout à fait valorisé par mon père. Il trouve ça un peu normal. C'est un peu comme si je n'ai pas fourni des efforts. Mais plus tard, j'ai compris que sa manière de m'encourager, c'est une façon de dire, attention, ne salis pas le nom de la famille. Oui. C'est très important. Qu'est-ce que la famille représente aujourd'hui pour... Quand on dit par exemple Zogo, ben, ça doit... vous devez sentir une sorte d'évanescence. Et vous devez revendiquer ce nom, le défendre et le protéger partout pour ne pas corrompre le nom Zogo, pour ne pas détruire le nom Zogo. Il faut apprendre à nos enfants la valeur de la famille. Alors, c'est parce que ces valeurs, d'autres contre-valeurs à coût d'argent arrivent pour les bousculer. Et c'est surtout devant l'argent que nos enfants ne résistent pas, c'est le mal. Hein? Et puis, malheureusement, il n'y a pas que nos enfants. Vous savez, il y a aujourd'hui des prêts qui ne peuvent se faire
même à un État, que lorsque ce dernier accepte des conditions, quelquefois non éthiques, quelquefois amorales, immorales, hein, pour bénéficier, n'est-ce pas, de cette aide, de cet appui, de ce prêt. Bon, ceux qui en tiennent encore à la valeur de leurs aïeux, ils résistent, comme nous le voyons dans certaines gouvernances, mais ceux qui veulent emprunter la voie de la facilité, ils s'ouvrent, et c'est eux qui offrent encore beaucoup plus de facilité à ces jeunes que les nouveaux apports perdent déjà. Donc, docteur Akintola, est-ce qu'on peut se permettre de dire qu'avant de bénéficier d'un citoyen responsable, il faut inéluctablement que les valeurs sociales et les valeurs familiales se retrouvent à la base? Je crois qu'il est même impossible, ou du moins très difficile, d'avoir ce type de citoyen que vous voulez sans ces valeurs sociales et familiales. Nous l'avons dit un peu plus tôt, la famille, la société, l'environnement immédiat est le socle d'abord de transmission de ces bonnes valeurs-là. C'est le premier socle et tout part de là. L'éducation peut initier à une certaine prise de conscience à l'école, vous voyez, mais son impact est limité lorsque elle n'est pas cohérente avec l'environnement. Je vous donne un exemple. Vous prenez votre enfant qui est en début de l'adolescence. Vous n'avez pas forcément eu la chance d'être toujours présent pour en faire un vrai homme, au bon sens du terme, sur le plan éthique et moral en devenir. Il a le BEPC et vous l'envoyez dans un lycée. Ce qui se passe souvent, c'est que lorsque la fondation, elle n'est pas bien assise, votre enfant vous revient seulement 9 mois après un autre homme. Et parfois un homme que vous ne voulez pas, que vous ne désirez pas, que vous ne reconnaissez pas. C'est la même chose lorsque la maturité des enfants n'a pas atteint un degré donné et qu'après le bac, vous l'envoyez par exemple aller étudier à l'extérieur. Votre enfant vous revient, vous le méconnaissez. Pour dire que tout se passe d'abord, c'est-à-dire une transformation profonde depuis la maison, bien assise, va donner place à un homme en devenir, à une femme en devenir qui sur le plan éthique et sur le plan moral a déjà les fondements et ne fera qu'appliquer, discerner, raisonner. Et la première question chaque fois que cette personne-là, donc homme ou femme, se retrouve face à une situation morale d'une complexité éthique donnée, est-ce que ça me ressemble? Comme l'a dit le professeur, est-ce que si je fais ça, je rends vraiment hommage à mon père, à mon nom de famille? Est-ce que je permets à ce qu'on dise du bien de mon origine? Est-ce qu'on ne dira pas que c'est les Africains qui font? Ou c'est les Béninois qui sont? Ou alors c'est un Akintola ou un Zogo, chez eux c'est comme ça. Non. La première question, lorsque la base elle est bonne, parce que depuis la maison, on a su lui dire, là où tu vas, tu n'es pas seul, mais tu es comme un ambassadeur de toute une famille, de toute une lignée, de toute une génération. Comporte-toi bien, fais ceci, fais cela, et qu'on a su lui faire toucher du doigt à travers les échanges, à travers les récits, à travers les histoires, à travers nos propres expériences en tant que parents, les conséquences de se détourner de ce qu'on est en train de lui inculquer. Professeur Jean-Benoît Alokpon, j'ai l'impression que vous voulez rebondir. Oui, parce qu'il a donné des exemples assez éloquents sur lesquels je voudrais revenir, surtout l'orientation des enfants. Il a parlé d'après BEPC, d'après baccalauréat. Il faut dire que les psychologues ont trouvé que tout se joue à 6 ans. À 6 ans, tout se joue déjà. Et à la maison, il faut très tôt détecter le talent de l'enfant et l'accompagner. C'est la non-détection qui crée des déchets, des pourritures. En principe, chaque homme est unique et a une valeur intrinsèque
qu'il peut développer au summum lorsqu'on lui donne les capacités. D'ailleurs, le simple fait que vous soyez là, en tant que journaliste, il n'est pas un hasard, c'est une lutte que vous avez menée de très loin dans le mystère même de la conception. Vous savez combien de spermatozoïdes, excusez du peu, sont allés à l'aventure, et c'est vous qui êtes le... Donc vous êtes un homme d'exception. C'est pourquoi j'apprécie les réformes au niveau de l'enseignement, où il faut détecter très tôt le talent de l'enfant et l'envoyer. Et surtout en privilégiant la formation technique et professionnelle à hauteur de 70% contre 30% pour l'enseignement général. J'accueille avec ferveur les classes sportives et les classes culturelles qui ont été créées parce qu'il y a des valeurs qui sont étouffées lorsqu'on ne leur donne pas la main. Je vais donner une illustration qui peut faire rire. Allez-y, professeur. Et ça, je l'ai... bon, je peux dire que je l'ai vécu. Hein. C'est ça. Alors, on a donné un sujet, et vous savez, dans une classe, il y a ceux qu'on pense être des cancres, mais qui sont des intelligents à leur manière, et ceux qu'on croit très, très intelligents parce qu'ils répondent, n'est-ce pas, à appliquer des règles qu'on leur a apprises. Donc, au cours d'une rédaction, il y a un élève qui a écrit ceci, une description. Les feuilles de tôle, emportées par le vent, tournoyaient dans l'air, en fait, tourbillonnaient dans l'air. Et puis, cette copie, elle a été valorisée, le professeur est venu lire ça, et au fond de la classe, il y a un monsieur qui n'est pas très bien en français. Il a appelé son élève, mais regarde ce que lui, il a écrit. Mais vous êtes tous dans la salle, tu peux écrire la même chose. Et comme il ne maîtrise pas le français, il a dit, ça fait un peu pitié. Mais si on l'a, Wow. ça dit, je peux pas écrire ça, mais je peux chanter ce que mon ami a écrit. Wow. Et ses camarades qui le connaissent comme un grand artiste, ils ont commencé par dire, oh, allez, vas-y, vas-y. Et il se racle la gorge, il dit, excusez-moi, hein, je chante pas bien. Il dit, les feuilles de tôle, Rambaudon, les feuilles de tôle, emportées par le vent, au tourbillonne dans l'air. Et puis tout le monde s'est mis à acclamer. Wow. Mais il y a en lui un génie à sa manière, qui ne passe pas forcément par l'apprentissage et de la maîtrise de la langue française. C'est tout ça là que, excusez-moi hein, si j'ai été un peu bas, enfin, un peu trivial en chantant, mais c'est pour éclairer le chemin de notre réflexion, pour dire qu'il faut détecter très tôt et donner des orientations multiples. Au lieu de croire que l'école ne conduit qu'au bureau, ne conduit qu'à conduire un avion ou ne conduit qu'à... Non, il y a des expressions. Il y a des expressions de génie. Je vais donner une autre illustration qui est la plus récente. Vous savez que hier, je crois hier ou avant-hier, on a rapatrié un trésor royal, le cataclès dont tout le monde parle. Mais ce que l'on voit à travers le cataclès, c'est l'image du roi Béanzin, c'est l'image du royaume du Dahomey, mais aussi d'autres choses qui sont cachées. La signature de l'artiste, de l'artisan qui a conçu ce cataclès. En principe, des recherches devraient se faire pour identifier. Et bon, évidemment, il ne doit plus... Mais pour identifier et valoriser cette caste qui a contribué à donner quelque chose à l'humanité, mais dont le nom est perdu, dont le nom... enfin, c'est resté dans l'anonymat. C'est ça. Oui. Bon, bref, je suis allé un peu loin, mais pour dire que
chacun de nous est un homme unique et qu'il suffit que nous trouvions le tuteur au sens agricole du terme, le tuteur possible, c'est-à-dire la valeur qu'on peut indiquer et non les contre-valeurs pour parvenir, n'est-ce pas, à faire de merveilleuses choses. Docteur Akintola, quand on parle de valeurs et non de contre-valeurs, il y a l'institution qu'est la religion, qui travaille énormément aussi. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, des efforts continuent d'être faits pour permettre à ce que nous puissions avoir des citoyens moralement responsables? Je pense d'ailleurs même que dans notre contexte africain de façon générale et béninois en particulier, on ne peut pas mettre de côté l'impact, l'influence, la très grande influence de la religion dans la définition et la transmission de ces valeurs morales et éthiques-là. L'Africain, le Béninois, est de nature et d'essence croyante. C'est-à-dire que sa personnalité est très grandement influencée par sa croyance en quelque chose. Quelle que soit la forme, quel que soit le nom qu'on donne à cette chose-là. Du coup, la religion et, comment je vais appeler ça, son expérience peuvent être une source très importante de valeurs éthiques et morales pour les Béninois de façon générale. Le hic pourrait être que nous soyons dans un contexte laïque, et une laïcité qui se repose sur la diversité de religions et de pratiques religieuses et ainsi de suite. Mais il y a quand même des valeurs transversales. Il y a des valeurs transversales que l'on peut mettre, à toutes ces religions-là, que l'on peut mettre dans un ensemble de valeurs morales. Ce n'est pas le chrétien qui me dira que voler ou mentir est une bonne chose. Ce n'est pas le musulman qui me dira que la patience n'est pas un chemin d'or. Ce n'est pas l'adepte du tronc ou du sakwata qui dira qu'il est bon de calomnier. Ou donc, il y a ces valeurs transversales-là qui peuvent également contribuer à la formation de ce type de citoyen qui est voulu, qui est désiré pour le développement de tout pays. Et n'oubliez pas que les Béninois passent beaucoup de temps de leur existence dans les temples, dans les églises, dans les mosquées, à écouter les prêches et ainsi de suite. Et ils sont beaucoup plus sensibles et attentifs à ce qui vient d'un responsable religieux. Donc, ils ont leur rôle à jouer et ce serait bien donc que ces enseignements-là, dans ces différents temples, puissent de plus en plus être axés sur ces valeurs-là, plutôt que sur cette spiritualité, parce que c'est malheureusement ce qui se fait pour beaucoup. Que ce ne soit pas que de la spiritualité, que du mysticisme, non, 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 non. Qu'on en revienne à ce qui favorise la cohésion sociale, le bon vivre ensemble, qui garantit la paix, mais surtout l'épanouissement du citoyen et donc de la société. Professeur Jean-Benoît Lepont, nous nous retrouvons là pratiquement à la veille des élections générales de 2026. Le grand défi, c'est le défi de la paix. Quelle peut être la contribution de la religion pour permettre que nous ayons de très bons citoyens capables de nous permettre de traverser cette période-là dans la quiétude et la sérénité? Merci. Vous m'amenez sur un terrain que j'évite parce que c'est très sensible, c'est le terrain politique, mais je ne veux pas éviter votre préoccupation. Je voudrais d'abord dire, féliciter Dr Akintola pour son intervention par rapport à la religion. Il a dit que les religions peuvent influencer, non, ce n'est même pas peuvent, influencer, doivent même avoir une grande influence sur... il n'y a qu'à prendre nos religions endogènes. D'ailleurs, vous faites un merveilleux travail au Centre Sievra dans la définition des 3 dernières lettres dit tout. Je crois que c'est la valorisation des ressources africaines. C'est ça. Je vais donner une illustration banale. C'est grâce à nos traditions que des îlots de forêt, par exemple, continuent de résister au temps.
Vous ne pouvez pas entrer dedans parce qu'il y a la crainte de l'inconnu, la crainte de l'invisible, dont la conséquence, lorsqu'on le heurte, est automatiquement la mort que l'on évoque. C'est ça. Donc, les forêts qui résistent aujourd'hui, c'est nos forêts, comment on les appelle déjà? Les forêts sacrées. Regardez comment la ville de Ouidah évolue. Mais vous voyez la résistance qu'oppose la forêt de Bassé. C'est parce qu'il y a là quelque chose qu'il faut respecter. Un exemple banal, déposez un billet de 10 000 francs dans la rue et prenez soin de mettre là un cori, mettez sur le billet de 10 000 francs un cori, et puis versez peut-être de l'encre rouge ou bien du sang de je ne sais quoi là. L'éthique impose aux citoyens de ne pas toucher à l'argent là. Vous allez retrouver ça. Même si aujourd'hui, il y en a qui s'en foutent, malheureusement. Même si aujourd'hui, il y en a qui s'en foutent. Donc, la religion, et il a dit qu'il y a quelque chose de transversal. Même dans les religions modernes, dans les religions importées, il y a toujours le respect du bien, la propagation, n'est-ce pas, de la morale. Alors, pour qu'il y ait la paix, il faut un dialogue profond, inclusif. Il faut que dans la conduite des affaires de l'État, dans la gouvernance, il y ait, pour, disons, emprunter quelque chose aux tables de multiplication, je crois, c'est comme ça que nous... Il faut qu'il y ait des additions et des multiplications, jamais de la division et jamais de la soustraction. Il faut que chaque citoyen soit considéré comme un maillon essentiel de la chaîne. Il faut que l'opinion de chacun compte et qu'il y ait le respect mutuel et que la justice soit une justice pour tout le monde, comme l'a dit tout à l'heure mademoiselle, je crois, Divine Tossavi, dans sa chronique, et que ce soit une justice pour redresser et non pour punir. Parce que le sentiment d'être puni fait de vous un bagnard au sens d'une pensée que je vais citer, et à travers, disons, la logique du coup de pioche. Le coup de pioche du bagnard, qui humilie le bagnard, n'est pas le même que le coup de pioche du prospecteur qui grandit le prospecteur. Il faudrait que chaque citoyen, en tenant la pioche, soit considéré comme un chercheur qui veut trouver un trésor et non comme un prisonnier qui trouve un trésor mais dont il n'est pas l'auteur parce qu'il est prisonnier. Chacun doit être considéré. Je crois que c'est ça qui peut apporter la paix et la cohésion sociale. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle que nous émettons depuis l'espace CIEVRA, c'est bien sûr le Centre international d'expérimentation, de valorisation des ressources africaines. C'est bien sûr de ça que vous parliez tout à l'heure. Nous tendons progressivement et sûrement vers la fin de cette émission. Docteur Awale Akintola, votre mot de fin. Merci de nous avoir donné cette occasion de nous adresser sous un autre angle à nos compatriotes, parce qu'on me connaît beaucoup plus politique. C'est ça. Ma casquette d'académicien, d'enseignant-chercheur et de beaucoup d'autres choses tendent à s'effacer devant celui de l'acteur politique, même si en tant qu'acteur politique, on y voit une intégration quand même de tous ces volets-là de notre société et de l'humain. Merci de nous avoir donné cette occasion. Merci également aux téléspectateurs et à nos auditeurs de Diaspora FM de nous avoir suivis. Une chose qu'il faut garder à l'esprit, chacun doit faire sa part. Parce que lorsque ça s'embrase, autant
le coupable que l'innocent seront touchés. Et lorsque je pose un acte citoyen, un acte responsable, je ne le fais pas que pour celui qui est immédiatement en face de moi. Non. D'une manière ou d'une autre, l'impact de mon acte me revient. Et revient à mes proches. Et comme nous sommes tous condamnés à vivre ensemble pour un temps donné sur cette terre-là, ou dans cette société-là, ou dans cette famille-là, il vaut mieux être vecteur de sa consolidation, de son épanouissement, plutôt que vecteur de sa destruction et de son avilissement. Que le père joue son rôle de père, que la mère joue son rôle de mère, que l'enfant soit à sa place et écoute et apprenne, que le citoyen soit un citoyen modèle, un peu comme le colibri lorsqu'il, de son petit bec, court pour prendre des gouttes ou des gouttelettes d'eau pour éteindre la forêt en feu, qui passe le message suivant: j'ai fait ma part. Parce qu'assurément, si tous les oiseaux, si tous les animaux de la forêt, de par leur capacité, faisaient leur part, eh bien l'incendie serait très vite maîtrisé. Et le lieu de vie sera un havre de paix pour tous. Je vous remercie. Merci infiniment, Dr Mohamed Awali Akintola. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du parti Renaissance nationale. Professeur Jean-Benoît Alopon, votre mot de fin sur ce plateau? Oh, je dirais la même chose que lui. Merci, à travers une formule à la Thévoïre. Au travail, les amis, nous avons vaincu la fatalité. Au travail comme le colibri, au travail comme l'abeille, que chacun, où qu'il se trouve, quelle que soit la fonction qu'il exerce, le métier qui est le sien, quel que soit ce dont il s'occupe pour construire cette nation, que chacun fasse bien son travail. Et je finirai par cette formule espagnole: a quien madruga, Dios le ampare. Soyons toujours ceux qui se lèvent très tôt, parce que celui qui se lève très tôt, il rencontre Dieu et Dieu l'écoute. Merci, professeur Jean-Benoît. Alors, moi, je rappelle que vous êtes professeur certifié de français, admis à la retraite depuis quelques années déjà. Merci pour votre passage sur ce plateau de l'émission Le Bon Citoyen. Chers téléspectateurs, chers amis auditeurs de Diaspora FM, merci pour votre fidélité d'écoute. On se retrouve semaine prochaine pour un autre numéro.